Bonjour à tous, on rentre tout de suite dans le vif du sujet pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va observer une véritable collision frontale. D'un côté, des impératifs climatiques mondiaux absolument massifs. De l'autre, nos fragiles économies locales qui se prennent ces décisions de plein fouet. L'idée ici, c'est de regarder les données brutes pour comprendre comment un choix fait à l'échelle de la planète vient directement impacter nos territoires au quotidien. C'est parti pour le décryptage. Le menu de notre analyse d'aujourd'hui, super rapide. 1. Le choc énergétique mondial. 2. Le nouveau cap européen. 3. La France en plein ralentissement. 4. Un zoom sur la Corse comme territoire vulnérable. Et 5. L'objectif d'autonomie énergétique pour 2050. On attaque la première partie, le choc énergétique mondial. On commence avec un chiffre qui donne le vertige, plus 39%. C'est la flambée qu'ont subi les prix de gros du gaz en l'espace d'un seul petit mois, en juillet 2026. Le tarif a bondi à 57,42 € le mégawattheure pour des livraisons immédiates. Concrètement, ça montre la volatilité extrême et la surchauffe absolue de l'économie mondiale. On traverse une immense zone de turbulence sur les marchés de l'énergie, et c'est en grande partie dicté par l'instabilité géopolitique, les tensions au Moyen-Orient et les gros blocages sur le fret maritime. Et bien sûr, ces turbulences, elles ne sortent pas de nulle part, ce sont des forces écrasantes qui s'additionnent. D'abord, l'urgence climatique. Le réchauffement lié aux activités humaines a tapé les plus 1,4 degrés en 2025. À côté de ça, l'économie suffoque. L'inflation mondiale est projetée à 4,7% pour 2026, avec une croissance qui patine à un tout petit 2,1%. Mais le vrai gouffre, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'il manque aujourd'hui 880 milliards d'euros par an, chaque année, pour financer la neutralité carbone. Les belles promesses sont là, mais l'argent réel, lui, ne suit pas la cadence. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, le nouveau cap européen. Face à ce chaos, l'approche de l'Union européenne, c'est un pur exercice d'équilibriste. C'est littéralement la stratégie du bâton et de la carotte. D'un côté, le bâton. Avec un durcissement massif des règles, le marché carbone ETS2 va s'étendre pour taxer directement les carburants routiers et le chauffage des bâtiments d'ici 2027. De l'autre, la carotte, le Fonds social pour le climat. On parle d'une énorme enveloppe de 86,7 milliards d'euros jusqu'en 2032 pour essayer de limiter les inégalités créées par cette transition. C'est une tension systémique permanente. Comment imposer des normes très strictes tout en évitant l'explosion sociale? Troisième partie de notre analyse, la France en ralentissement. La France n'est pas prête à faire face aux impacts du changement climatique. Boum. C'est une phrase terrible, mais c'est un constat purement objectif rendu récemment par le Haut Conseil pour le climat. Cet avertissement, il marque un vrai tournant. On est face à une institution qui nous dit clairement que la préparation nationale n'est pas à la hauteur des risques actuels. Et quand on regarde les données, on comprend pourquoi le signal d'alarme est tiré. L'objectif national exige qu'on baisse nos émissions de 5% par an jusqu'en 2030. Mais la réalité du terrain, c'était moins 3% en 2024 et à peine moins 2,1% en 2025. Le rythme ralentit de façon inquiétante. L'industrie fait bien quelques efforts, mais le gros point noir, ce sont les transports. Le secteur stagne complètement, avec une baisse minuscule de 0,9%. Ça prouve qu'on n'arrive pas, pour l'instant, à faire ce transfert massif vers l'électrique ou le vélo à grande échelle. Et comme si ça ne suffisait pas, les robinets financiers se ferment. Le fameux fonds vert, qui est crucial pour aider les mairies à s'adapter, s'est fait sévèrement raboter pour tomber à 834 millions d'euros en 2026. Côté particulier, la pression monte aussi. Les tarifs réglementés de l'électricité ont pris 2,5% de hausse et l'accès à MaPrimeRénov' a été drastiquement restreint, ce qui bloque plein de projets de rénovation simples. Autrement dit, on a un effet ciseau parfait. Les aides d'État fondent au moment précis où les coûts de base explosent. Quatrième partie, on zoome sur le terrain. La Corse, un cas d'étude de vulnérabilité absolue. Pour vraiment comprendre ce que l'inflation et la future taxe carbone européenne signifient dans la vraie vie, il suffit de regarder la facture à la pompe. En juin 2026, faire son plein en Corse coûtait nettement plus cher que sur le continent. Le samplon 95 affichait une pénalité de 9 centimes le litre. Et pour le gazole, c'était le coup de massue avec 32,3 centimes de surcoût par litre. C'est l'illustration brutale de la dépendance structurelle du Nil face aux importations de fossiles. Le problème, c'est que c'est un piège systémique. Sur le continent, si l'essence devient trop chère, il y a souvent la possibilité de prendre un train, un bus ou un tram. En Corse, cette alternative n'existe quasiment pas. Les transports en commun y plafonnent à seulement 2% d'usage. Conséquence implacable, 52% des ménages sont purement et simplement obligés d'utiliser leur voiture tous les jours pour aller travailler. L'arrivée des nouvelles taxes européennes sur le carburant routier va donc agir comme un filet qui se referme sur une population qui n'a pas d'autre choix. Et voici le résultat humain de ce piège. 28% des foyers corses sont aujourd'hui en situation de précarité énergétique sur la mobilité. On parle de 36 000 familles qui suffoquent sous le poids de leurs frais de transport.
C'est la grande ironie de ce territoire. Avec le soleil, la précarité liée au chauffage des maisons est la plus faible de France, à peine 5%. On a chaud chez soi, mais dès qu'on prend la route, c'est l'asphyxie financière. Dernière partie, l'objectif d'autonomie énergétique pour 2050. Alors, comment on sort de cette dépendance? Eh bien, avec un plan de transition massif, chiffré à 4,5 milliards d'euros. L'objectif est énorme, 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 et l'autonomie totale en 2050. C'est un changement de cap radical qui demande entre autres de former des gens en urgence sur 15 métiers stratégiques pour créer 3000 emplois. La marche est d'autant plus haute qu'en 2021, les énergies renouvelables pesaient pour à peine 34% de la production électrique de l'île. Pour passer de 34 à 100%, on ne peut pas juste brancher quelques panneaux solaires et espérer que ça tienne. Sécuriser un réseau insulaire, ça demande 3 piliers techniques incontournables. 1. Il faut convertir les centrales thermiques actuelles pour qu'elles tournent à la biomasse. C'est vital pour garantir l'électricité quand il fait très froid. 2. Déployer massivement des parcs de batteries et des stations de pompage hydraulique pour stocker l'énergie du vent et du soleil quand on en a trop et la réutiliser quand il n'y en a plus. Et 3. Construire le méga projet d'interconnexion SACO 3 avec le continent. Mais voilà, même l'écologie sur le papier se heurte violemment à la réalité du terrain. Ce fameux projet SACOI 3, il doit amener la capacité de la ligne avec l'Italie à 100 MW d'ici 2027. Sauf que pour installer ce câble ultra écologique et vital, il faut faire des travaux sous-marins titanesques tout en évitant au millimètre près les herbiers de Posidonie, qui sont très protégés. Et sur Terre, il faut gérer de l'amiante naturel présent dans le sol pendant qu'on creuse. C'est un véritable casse-tête opérationnel. Finalement, la friction est totale entre ces immenses objectifs mondiaux et la réalité d'un terrain aussi spécifique. Ce qui nous amène à une question fondamentale pour conclure. Ces mandats climatiques globaux peuvent-ils vraiment réussir s'ils ne sont pas conçus sur mesure pour protéger les populations captives, celles qui n'ont aucune porte de sortie économique ou géographique? C'est tout l'enjeu de cette décennie. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout et à très bientôt pour un nouveau décryptage.